J'espère que vous nous entendez bien, on va pouvoir commencer. Donc, je vais commencer par une courte introduction, comme d'habitude, et puis ensuite on donnera la parole à Benoît Hamon. Alors, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté notre invitation pour cette vidéoconférence. Merci à tous les nombreux participants ce soir. Donc, je pense que tout le monde vous connaît. Je vais rappeler seulement donc, quelques grandes lignes. Donc, tout d'abord, vous avez été membre du Parti socialiste pendant de nombreuses années. Vous avez occupé différents mandats locaux et nationaux. Et vous avez notamment été membre du gouvernement sous Hollande de 2012 à 2014, en tant que ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, et puis ensuite ministre de l'Éducation nationale. Vous avez ensuite quitté le gouvernement pour des accords, on peut dire, politiques, et puis vous avez été candidat suite à la primaire de la gauche, donc en 2017 à la présidentielle, avec un programme qu'on peut dire très à gauche et écologique, et notamment une idée donc assez nouvelle en France, l'instauration d'un revenu universel. Vous avez depuis fondé le mouvement, et on pourra en reparler, Génération, qu'on peut qualifier de gauche écologiste également. Euh, et on vous invite donc à l'occasion de la sortie de votre livre Plaidoyer pour un revenu universel, ce qu'il faut de courage, selon vous, donc pour le mettre en tout cas déjà au débat en France et le mettre en œuvre. Je vais vous laisser présenter votre projet dans le détail, donc je ne vais pas le détailler ici. Je voulais simplement rappeler quelques éléments de contexte sur le revenu universel, ou revenu de base, comme on peut parfois l'appeler. Ça existe dans de nombreux pays, des mouvements le prônent. Il y a quelques expérimentations et il a été mis en place parfois. En France, il y a par exemple le mouvement français pour un revenu de base, qui est un site internet très fourni que je vous conseille si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a différentes échelles d'application, différentes conditions, différents modes de financement pour ces projets, mais l'idée générale est que la société va fournir un revenu, une somme d'argent à tous ses membres, sans restriction et sur une base individuelle et bien sûr sans obligation de travail. C'est tout l'objet de cette proposition. Des expérimentations ont été menées justement pour tester cette idée, des expérimentations très diverses, et j'étais assez surpris de voir la quantité de pays dans lesquels ça a été testé, et sous des formes très diverses. Par exemple, au Kenya, il y a des organisations caritatives à un niveau très local qui ont pu le mettre en œuvre, ou alors à l'opposé, en Alaska, un fonds souverain pétrolier verse des revenus à ses citoyens donc étatiques. Je ne rentre pas plus dans le détail et vous expliquerez bien mieux que moi votre projet. Donc, je vais vous laisser introduire pendant 15-20 minutes comme on le fait d'habitude, et ensuite, tout le monde pourra poser ses questions par écrit ou à l'oral. Vous pourrez directement interpeller Monsieur Hamon. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, merci Corto, merci à vous tous. Je suis très heureux de parler devant vous, très compatissant avec le fait que vous en êtes à votre, je ne sais pas combienième semaine de distanciel. Voilà, j'espère que ça va vite se terminer tout ça et qu'on va pouvoir à nouveau interagir socialement, se toucher un peu, quoi, parce que ça va commencer à nous manquer, ces interactions. Je vous remercie de m'inviter pour parler du livre qui s'appelle donc Ce qu'il faut de courage, qui est plaidoyer pour le revenu universel d'existence. Bon, quelques mots pour vous résumer les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'est qu'après l'élection présidentielle, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que les résistances au revenu universel que j'avais perçues comme sans doute les plus solides et les plus difficiles à renverser n'étaient pas celles des milieux économiques qui s'opposaient au revenu universel pour des raisons de financement, pour des raisons budgétaires. Ce n'était pas celle non plus de mes adversaires politiques qui, de manière un peu paresseuse, disaient que c'était une incitation à la paresse. Il s'agissait plutôt des résistances presque culturelles, psychologiques que j'avais perçues dans les classes populaires et les classes moyennes à l'idée qu'on puisse gagner de l'argent sans finalement travail en contrepartie. Qu'on puisse avoir une partie de nos revenus qui ne soit pas directement liée à notre emploi et à la contribution personnelle qui est la nôtre à la création de richesses, donc à la prospérité nationale, et qu'il y avait là une forme de perception par beaucoup de gens que j'avais croisés, que cet argent-là, même s'il aurait amélioré le quotidien de milliers de personnes, dont ceux qui critiquaient le revenu universel, était finalement un argent qui aurait été indu. Et je me suis dit, comment se fait-il aujourd'hui qu'on en soit arrivé à ce que, à nos yeux,
Pour commencer, le travail se résume à l'emploi. Première question, est-ce que le travail se résume à l'emploi? Et comment se fait-il que finalement on ne juge comme légitime que la contrepartie du travail que l'on fait dans l'emploi, même si ce travail est pénible, même si on pense qu'il est mal payé, et même si on constate justement qu'il y a des inégalités de patrimoine, de revenus qui sont considérables. Et j'ai voulu, dans ce livre, réfléchir sur ces obstacles un peu invisibles à la mise en œuvre du revenu universel, des obstacles culturels qu'il me semble de qu'il faille d'abord les dévoiler pour essayer d'imaginer ensuite ce qui pourrait être la mise en œuvre d'un programme dans lequel le revenu universel, chronologiquement, progressivement, pourrait être mis en place dans un pays comme la France. En clair, j'ai voulu voilà, dévoiler les obstacles invisibles avant de m'arrêter aux obstacles visibles, habituels, qui sont ceux qu'on connaît sur principalement la question du financement, que je n'évacue pas dans le livre, c'est le dernier chapitre du livre, mais que j'ai voulu mettre à la bonne place. Je pense que les questions des moyens et les questions économiques doivent être à la bonne place. Keynes disait que, je le dis dans mon livre, que la bonne place d'un économiste n'est pas au volant de la voiture, elle est sur la banquette arrière. Et bien voilà, dans mon livre, les économistes ne sont pas absents, la théorie économique n'est pas absente, mais elle est à la bonne place, sur la banquette arrière et pas au volant des politiques publiques. On doit d'abord savoir où l'on veut aller et ensuite imaginer quels sont les moyens mobilisables de manière réaliste pour arriver à cet objectif, en imaginant la chronologie, le temps nécessaire pour arriver à cet objectif. Donc, je me suis penché sur cette question du travail, ce qui m'a amené à remonter un petit peu le fil des représentations qui sont les nôtres du travail et de la richesse. Et en remontant le fil, je suis remonté assez loin, puisque je suis remonté à l'Antiquité, au christianisme, à ce tournant qui a été le passage de l'Antiquité au christianisme dans la place qu'occupait le travail en termes de valeur. Et c'est indiscutable qu'il y a un tournant majeur, puisque finalement, dans l'Antiquité, qu'il s'agisse d'Athènes ou qu'il s'agisse de Rome, le travail pour subsister avait en valeur une place moins importante que le temps que l'on passait à l'amitié, au savoir, à apprendre, au loisir éducatif, finalement à essayer d'être un homme émancipé et épanoui à travers la recherche de la vérité, de la sagesse. Et ce sont toutes les écoles philosophiques qui ont traversé l'Antiquité qui plaçaient ce temps-là comme finalement supérieur en valeur au temps que l'on passait à travailler pour subsister. D'ailleurs, on parle de skolé en grec pour parler de ce temps utile consacré à l'apprentissage et à l'amitié, et de askolia, c'est-à-dire le temps qui n'est pas justement le temps de l'apprentissage de l'intelligence, pour évoquer le travail. Mais il y a un tournant avec le christianisme, puisque le christianisme pose comme le travail comme le moyen d'honorer Dieu, ce qui est une rupture fondamentale, et avec Lynn White parlera du christianisme comme de la religion la plus anthropocentrée, mais ou anthropocentrique, avec le devoir non seulement d'honorer Dieu en travaillant, mais aussi de sculpter la nature autour de soi, de la dompter, de la domestiquer, ce qui est une rupture assez fondamentale avec l'Antiquité. On court, en tout cas on vit avec ça pendant plusieurs siècles. Et il y a indiscutablement un mariage qui s'opère au moment de la révolution industrielle, de l'essor du capitalisme, entre le christianisme, notamment à travers le protestantisme, et le capitalisme. Max Weber détaillant ça parfaitement, vous êtes élève de Sciences Po, comme le moment où le travail devient en lui-même un exercice spirituel, et donc accentuant ainsi la place qu'il va occuper dans nos vies, au point qu'aujourd'hui, on en arrive à ce paradoxe qui veuille que si on demande à des dirigeants politiques, mais aussi à beaucoup de nos concitoyens, est-ce qu'on est pleinement citoyen si on ne travaille pas? Bah, beaucoup diront oui, on a des droits, et bien sûr qu'on est citoyen, mais est-ce qu'on remplit parfaitement ses devoirs à l'égard de la nation en contribuant à travers son travail à participer à la production de la richesse collective? On voit que cette notion d'utilité sociale, elle est altérée si on n'a pas d'emploi. En tout cas, que beaucoup sans emploi se sentent amputés d'une partie de leur citoyenneté. Et pourquoi est-ce un paradoxe? C'est que si on pense qu'on est pleinement citoyen qu'à condition d'avoir un emploi et donc d'être utile socialement par la contribution individuelle qui est la nôtre à la production de richesse, paradoxalement, le contrat de travail, eh ben, c'est le consentement par le citoyen souverain dans l'ordre politique d'un lien de subordination à l'employeur dans l'ordre économique qui en fait tout sauf un citoyen. Et c'est une des contradictions sur laquelle j'ai voulu me pencher, c'est qu'aujourd'hui, on reconnaîtrait
d'un homme ou d'une femme qu'il est véritablement citoyen s'il a un emploi, en faisant l'expérience de la non-citoyenneté, puisque le lien de subordination par le contrat de travail qui vous lie à l'employeur suppose que vous ne soyez plus tout à fait, justement, un citoyen et que vous acceptiez des règles que vous n'accepteriez pas dans l'ordre politique, là où vous êtes souverain. En clair, on se débarrasse de son costume, de souverain, qui est le nôtre dans l'ordre politique, pour s'en débarrasser dans l'ordre économique et accepter ce lien de subordination. Donc j'ai voulu m'attacher à réfléchir à ces questions-là et à voir de quelle manière on pouvait penser le travail différemment et voir de quelle façon, face à l'échec de la gauche à avoir l'échec de la gauche à installer la République dans l'atelier, ce qui était le grand rêve de Jaurès, l'échec de la gauche plus récent à redistribuer correctement les richesses dans une économie mondialisée et financiarisée, j'ai essayé de voir si le revenu universel ne nous permettait pas de répondre à ces deux questions à la fois. Comment est-ce qu'il ne rééquipait pas quelque part le citoyen en droit dans l'ordre économique, en lui permettant de ne plus être dépendant seulement de son salaire pour vivre correctement et en retrouvant là une source d'épanouissement et d'émancipation à travers la capacité de négocier avec son employeur, première chose. Est-ce que finalement le revenu universel ne répondait pas à la promesse qui était celle ou à l'idéal qui était celui de Jaurès d'installer la République dans l'atelier? Et d'autre part, est-ce que le revenu universel, en prédistribuant la richesse, et on y reviendra sans doute, n'était pas une manière de contourner l'échec qui était celui de la gauche à peu près sur tous les continents? L'échec de la gauche à négocier un compromis entre le capital et le travail qui soit plus favorable au travail qu'il ne l'est aujourd'hui. Et j'ai essayé de réfléchir ou d'essayer de comprendre pourquoi en Europe, mais aussi en Amérique latine, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi en Asie, la gauche ne parvenait plus à construire une stratégie efficace pour redistribuer les richesses et trouver un compromis entre le capital et le travail qui soit plus favorable au travail, ou sous la forme d'une réduction du temps de travail, ou sous la forme d'une augmentation des salaires, etc., etc. Voilà le point de départ. Et j'ai voulu essayer instruit par l'expérience de l'échec aux élections présidentielles, réfléchir à ces questions-là avant seulement de répondre à comment on finance, qui est une question extrêmement importante, quelle chronologie mettre en œuvre, est-ce que c'est pas irréaliste de la faire seulement en France si ça se faisait pas ailleurs? Bon, et ce qui a changé, ce qui est très intéressant, et j'en termine là pour mon introduction, c'est que le Covid est venu augmenter le nombre des partisans du revenu universel, ou de ceux qui se disaient c'est peut-être une solution face à la crise, ou de ceux qui constatent que la crise du Covid est venue accélérer la métamorphose du travail, probablement accélérer aussi l'impact de la révolution numérique sur l'organisation du travail. Et c'est vrai que le dernier partisan en date et qui n'est pas le moins influent, c'est lui. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, mais c'est le pape François. J'ai lu vous savez, on est dans une époque où finalement plus personne ne lit de livre, tout le monde se contente de lire le tweet qui raconte ce que quelqu'un a lu du livre. Donc je me suis dit, je vais quand même aller vérifier ce que le pape dit exactement sur le revenu universel. Et il y consacre effectivement 3 pages et qui sont intéressantes parce qu'elles reprennent bien des raisonnements qui sont ceux des partisans du revenu universel, sachant qu'il y a évidemment plusieurs écoles sur le revenu universel, certaines libérales, libertariennes, d'autres plus, on va dire, progressistes, émancipatrices, auxquelles j'appartiens, mais comme il y a différentes visions de la sécurité sociale, conservatrices, progressistes, il n'y a rien de choquant à tout cela. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on pense le revenu universel peut-être comme un des moyens de penser la protection sociale ou l'émancipation des individus à l'heure de la révolution numérique et de la transition écologique. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de ne pas penser l'émancipation des individus selon des vérités qui étaient celles du XXe siècle, mais selon celles du travail, de la transition écologique et de notre modèle de développement aujourd'hui. Et en ce sens, je me réjouis des 3 pages écrites par le pape, même si je peux dire que le pape est sur la ligne de Benoît Hamon, ce qui serait quand même un petit peu exagéré, mais je constate qu'on n'a pas de gros désaccords, en tout cas sur ce point. Après, sur d'autres sujets, ça se discute, mais je me réjouis qu'il parle lui-même à la fin de l'infâme, je cite le pape, théorie du ruissellement. Dites donc, je me suis dit, quel réquisitoire contre Emmanuel Macron. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que
les choses bougent et on reviendra. Corto, vous avez évoqué les différentes expérimentations. La finlandaise est la plus récente. Elle nous dit beaucoup de choses, en fait, qu'on savait déjà, mais elle nous confirme ce qu'on savait déjà. On sera très attentif à l'expérimentation allemande qui vient de démarrer dans un pays qui n'était pas spécialement fan du revenu universel, mais qui fait une expérimentation avant la France. Et puis, bon, pour terminer, le Parlement vient de voter une proposition de loi en faveur du lancement d'un grand débat national en France sur le revenu universel, à l'initiative d'une parlementaire de la majorité présidentielle. Ce n'est pas exactement la même version qu'elle défendra de celle que je défends, mais je me réjouis que ce débat s'ouvre et qu'il ait lieu dans des conditions qui, j'espère, seront apaisées. Nous éviterons les polémiques et les anathèmes sur le thème revenu universel, c'est un truc de fainéant, c'est pour ceux qui ne veulent pas bosser, etc., etc., qui est bon, une manière un petit peu courte de voir le débat. Voilà, j'ai essayé de vous dire grossièrement, de manière un peu lapidaire, quelle avait été mon intention dans ce livre. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos remarques et pour qu'on avance dans la discussion. Merci, Monsieur Hamon. J'en profite pour rappeler à tous nos participants qui sont très nombreux ce soir que vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Si vous souhaitez prendre la parole en personne, vous pouvez également lever la main dans l'onglet participants et cliquer sur votre nom pour du coup lever la main et on vous donnera la parole. Peut-être une première question du coup pour continuer sur ce que vous disiez. Monsieur Hamon, vous disiez que le revenu universel avait du coup pris un nouveau bond avec le Covid. Moi, ma question, c'est est-ce que le revenu universel n'est pas un projet utopique, comme l'avait formulé Thomas More il y a bien longtemps? Est-ce qu'il est bien réel? Qu'est-ce qui fait que du coup le Covid pourrait faire qu'il voit le jour dans quelques années? Et une deuxième petite question, est-ce qu'il faudrait imaginer dans ce cas un salaire maximum en opposition du coup à ce revenu universel? Pour le revenu universel, j'étais tenté, mon éditeur m'a proposé une formule qui était de l'appeler le salaire du bonheur. Mais en fait, ce n'est pas un salaire, le revenu universel. Et je vais commencer par ça. Ce qui était intéressant dans l'idée initiale de Thomas Paine, qui est révolutionnaire français et anglais, et américain, pardon, qui est député du Pas-de-Calais à la Convention, qui va faire la révolution outre-Atlantique, qui est chrétien également. Thomas Paine, lui, part d'un raisonnement qui est le suivant, et je trouve d'une modernité incroyable. Son raisonnement, il est le suivant, il dit « Moi, je ne veux pas remettre en cause la propriété privée. Trop compliqué de remettre en cause, et puis après tout, c'est un droit essentiel des individus que de pouvoir être propriétaire d'un lopin de terre, d'une maison, celle qu'on a construite. Donc, je ne remets pas en cause la propriété privée. Mais je constate qu'il y a quand même, à travers la propriété privée, des inégalités incroyables entre les individus qui ne permettent pas d'honorer ce qu'est la promesse de la Constitution américaine, la promesse de la Constitution française, de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, il faut trouver une formule qui permet aux citoyens d'être égaux. Et à quoi pense-t-il? Il pense à être une évidence, mais qui ne l'est pas. Il dit, dans la richesse qui se crée, il y a la part de la richesse qui est liée à notre travail à nous, mais qui a la part aussi liée à ceux qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas pauvres au moment où nous naissons, nous sommes riches de l'héritage que nous a laissé, pour Thomas Paine, la création, enrichie de la somme du travail, du génie, des innovations, de la créativité, de toutes les générations qui nous ont précédés. Ça tombe bien, cela peut se chiffrer, alors ce n'est pas Thomas Paine qui le dit, ce sont les économistes depuis, cela peut se chiffrer dans le PIB d'une nation. On peut dire dans le PIB d'une nation, la part qui revient à votre travail, à notre travail, et celle qui est liée à la rente associée au travail de ceux qui nous ont précédés. Et finalement, le revenu universel, il vient dire cela. Quand nous arrivons sur Terre, quand nous naissons riches de cet héritage-là, et il serait justifié de prédistribuer cette richesse en fractions égales. Chaque individu naît avec ce revenu universel qui correspond à l'héritage collectif d'une nation. Nous ne venons pas de nulle part. Il y a eu des génies dans cette nation qui ont fait ce qu'est la France aujourd'hui, qui font sa richesse économique, et il est légitime de partager en fractions égales ce revenu qui correspond à une part du PIB. Voilà le raisonnement. Je trouve qu'il a un intérêt pour la gauche, c'est en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la redistribution des richesses, il y en a aussi quelques-uns à droite, c'est qu'il pose le principe d'une prédistribution des richesses, finalement d'une socialisation partielle de la valeur ajoutée. On ne se contente pas de dire la richesse sera redistribuée au terme d'un rapport de force entre le capital et le travail, de la négociation dans l'entreprise, au niveau de la branche, au niveau interprofessionnel.
On dit oui, cette négociation aura lieu, et cette discussion aura lieu entre les partenaires sociaux, mais avant tout cela, on ne vient pas de nulle part. Ça tombe bien, on sait le chiffrer. On sait chiffrer quelle est la part de la richesse de la nation qui est liée à ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés, sont morts, mais ne nous laissent pas pauvres au moment où nous arrivons sur Terre. On ne parle pas de ce qui est lié à votre ascendance immédiate, mais bien à l'héritage collectif. Je trouve que cette idée-là, elle est intéressante. En tout cas, elle mérite qu'on se pose 2 secondes pour y réfléchir plutôt que de dire non, 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 je ne veux pas du revenu universel. Donc, est-ce utopique, vous l'avez dit à l'instant, Joséphine, est-ce utopique? Bon, moi, je vais vous dire oui, sans doute, parce qu'on ne l'a pas encore aujourd'hui, mais pas plus que la Sécu. Pardon, mais on fête le 50e anniversaire du général de Gaulle, de la mort, pardon, du général de Gaulle. Bon, le général de Gaulle, avec les communistes et socialistes, il regarde le programme du Conseil national de la résistance et il se dit en 1945, est-ce bien raisonnable de faire la sécurité sociale? S'il avait eu la même opposition que nous avons aujourd'hui, de gens qui disaient mais monsieur, mon général, savez-vous que la sécurité sociale ou les dépenses sociales, ça va faire un jour 30% du PIB? Bon, ben, il ne l'aurait pas fait. Ou il aurait dit ouh là là, la marche est trop haute. Bon, fort heureusement, nous en sommes là aujourd'hui, 70 ans après la création de la sécurité sociale. Ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'il fallait donner à chacun, au terme d'une vie de travail, une pension qui soit une pension qui permette de vivre décemment et protéger les hommes et les femmes contre les aléas de la vie qui sont la maladie, l'assurance maladie. Ils ont créé la sécurité sociale. En 48, j'ai retrouvé les débats en 48-49 à la Chambre, on avait déjà des débats sur, mais dites donc, ça pèse à peu près 10 à 11% de la richesse nationale déjà, en termes de transfert la sécurité sociale. Donc on avait déjà des débats qui étaient des débats sur combien ça coûte. Mais c'est monté en puissance, c'est apparu comme nécessaire, et je crois que le débat sur le revenu universel doit être pris de la même manière. Pas pour mettre de côté la question de la redistribution. Par exemple, est-ce que le revenu universel remplace toute la protection sociale ou pas tout? Est-ce qu'il remplace les allocations familiales? Ma réponse est oui. Est-ce qu'il remplace les allocations logement? Je ne pense pas toutes. Est-ce qu'il doit couvrir tous les minima sociaux ou est-ce qu'il doit laisser la place pour un certain nombre d'allocations spécifiques en plus? C'est ma position. Donc ce débat-là est ouvert hein, et il est à la liberté de ce que seront les majorités politiques demain. Mais en fait, il a tout d'une utopie très réaliste et très concrète, et rien d'absolument insurmontable, ni sur le plan budgétaire, ni sur le plan financier, ni sur le plan du type de société que l'on créerait. Alors, est-ce que ça appelle un salaire maximum? Moi, je pense que ça, c'est à la liberté du marché d'organiser l'échelle des salaires. Moi, je suis plutôt favorable à ce que dans les entreprises, il y ait une échelle raisonnable de salaire. J'étais ministre de l'économie sociale et solidaire. Moi, je me battais pour qu'il y ait des échelles de salaire de 1 à 10. On m'a dit que ce n'est pas possible. Alors, faisons de 1 à 15, de 1 à 20. Je pense que ça doit être une discussion ouverte à la négociation entre les partenaires sociaux. Mais typiquement, ce débat-là de l'échelle des salaires, il doit relever du rapport de force ou de la négociation entre les représentants du capital et les représentants du travail. Et le revenu universel, il répond à une autre logique, me semble-t-il. Vous avez le revenu universel, plus ensuite un salaire, une retraite, le fruit de votre travail. Mais le revenu universel, il est à l'extérieur, il n'est pas dans cette négociation-là. Voilà. Merci. J'ai été clair. Ça vous va, Joséphine, ma réponse ou pas? Oui, oui, très bien. Simplement, vous ne m'avez pas répondu sur le Covid. Sur le Covid. En quoi ah le oui, Covid pardon. Le Covid, moi, je vais vous prendre mon exemple, hein, et qui est celui de beaucoup. J'ai télétravaillé. J'ai assuré, comme beaucoup de parents, les cours à distance avec les enfants où on était. J'avais une fille au collège, une autre en primaire, où on a fait on a découvert d'abord que prof, c'était vraiment un boulot, hein, au passage. Parce que quand il s'agissait d'expliquer, je veux dire, notamment les maths ou certaines leçons en physique, en chimie ou en anglais, ce qui nous paraissait évident, c'est toujours pareil, c'est qu'on est persuadé qu'on est très bon, mais qu'au moment de transmettre un savoir, la pédagogie, c'est un métier quand même. Bon, ensuite, il y avait le travail domestique, tout se mélangeait. Finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si je vous pose la question à vous tous, avez-vous un travail? Vous allez tous me répondre, si vous êtes étudiant, non. Pour ceux qui ne travaillent, qui n'ont pas d'emploi à côté de leurs études. Pour autant,
est-ce à dire, si vous me répondez à la question « je n'ai pas d'emploi », est-ce à dire que vous ne travaillez pas? Est-ce que les uns et les autres, vous considérez que dans votre journée, vous ne travaillez pas? La plupart, vous allez dire, bah si, j'ai quand même un peu bossé, mes cours, etc. Vous avez donc travaillé dans l'idée où il y a une peine, il y a un effort, c'est parfois un effort jubilatoire, hein, le fait d'apprendre, c'est souvent jubilatoire, mais il y a un effort, vous mobilisez des ressources intellectuelles, parfois physiques, vous travaillez. Le cas échéant, quand vous êtes bénévole dans une association, vous travaillez. À la maison, pardon de le dire, mais les féministes ont posé le principe de la double journée de travail. Pourquoi? Parce que chacun le sait, c'est que le travail domestique, c'est bien un travail. Donc, les formes de travail sont multiples. La réalité, c'est que dans nos sociétés, le seul travail qui est reconnu au point de jouir d'une contrepartie économique sous la forme d'un salaire, c'est l'emploi. Et nous avons donc expérimenté le fait que là, tout se mélangeait, les différentes formes de travail. Là, ce que le revenu universel vient reconnaître aussi, et c'est pour ça qu'il est inconditionnel, qu'on ne vous demande rien en échange, c'est le fait que même si vous n'êtes pas en emploi, vous travaillez. Et en travaillant, ce travail-là, son contrepartie économique actuelle, c'est un travail qui crée du lien social. C'est un travail qui est indispensable à la cohésion de la société et qui justifie une reconnaissance à travers le revenu universel. Merci, Monsieur Hamon. Je vais rebondir sur la question de l'héritage que vous avez brièvement abordée dans votre première réponse à Joséphine. Il y a Vaiana qui demande dans le chat, quand vous évoquez la nécessité de faire profiter à tout le monde un héritage commun, à quel point votre conception de l'héritage est-elle matérialiste et faut-il abolir l'héritage pour créer ou financer un revenu universel? Non, il ne faut pas abolir l'héritage au sens de l'héritage privé. Par contre, il faut revoir la fiscalité du patrimoine. Je m'explique. Aujourd'hui, notre patrimoine cumulé, c'est 11 000 milliards d'euros. Pas rien. Hein. Épargne, pierre, 11 000 milliards d'euros. Le revenu universel plein régime, c'est 500 milliards d'euros, ce qui relativise les échelles. Hein. On se dit, oh, 500 milliards d'euros, où est-ce qu'on va les trouver? Alors, on ne va pas tout prendre comme ça sur le stock d'épargne ou sur le patrimoine des Français. Mais les principales inégalités en France ne sont pas des inégalités de revenus, ce sont des inégalités de patrimoine. Ça a été abondamment documenté, renseigné par le travail de Chancel, Piketty et plusieurs autres économistes qui montrent que pour la France, on a des inégalités de patrimoine qui sont considérables. Avec une fiscalité du patrimoine qui d'ailleurs est devenue peau de chagrin, puisque le seul impôt maintenant qu'on paye, c'est la taxe foncière. Et la taxe foncière, vous avez vu que vous la payez non pas sur l'actif net, mais sur l'actif brut en plus. Je m'explique, la taxe foncière, je prends... je sais pas, je vais donner des noms. Là, au hasard. Hein. Abel Couturier, je ne vois même pas sa tête, mais admettons qu'Abel Couturier, qui est là, je sais, en tout cas, il y a son nom, acquiert un logement à Lyon. Je ne sais pas quel est le prix du mètre carré à Lyon, mais il doit être cher chez vous. Mais admettons que Abel, il acquiert un logement juste sans que ses parents soient derrière. Il a un peu d'apport, il a 20 000 euros d'apport, mais le logement coûte 200 000 euros. Bon, ben il va payer de la taxe foncière sur quoi? Il aura emprunté 180 000 pour pouvoir acquérir le logement. Donc, il aura en fait un passif de 180 000 et 20 000 qu'il aura mis au pot, mais il va quand même payer de la taxe foncière sur un patrimoine de 200 000 euros théorique. En réalité, Abel, il n'a que 20 000 euros sur son logement, il a 180 000 euros de passif. Celui qui, admettons, là, Nathan, lui, qui est en face de moi, qui va dire, a fait un gros héritage. Nathan, je ne sais pas si vous avez fait Nathan Guyot, là, vous avez fait un gros, ou Tom Riccardi, vous avez fait tous les deux un gros héritage, et vous récupérez l'appartement de 200 000 euros. Vous avez payé de la taxe foncière de la même manière, la même taxe foncière que, je ne sais plus comment il s'appelait, Abel. Pourtant, il y en a un qui a 180 000 euros de passif, et Tom et Nathan, eux, c'est royal, ils ont hérité du bien. Là, il y a quelque chose à essayer d'imaginer, en tout cas sur la fiscalité du patrimoine, qui tienne compte des actifs nets et pas des actifs bruts. En clair, on imaginerait que demain, Tom et Nathan paieraient un impôt sur le patrimoine supérieur à Abel, dès lors qu'Abel, on constate qu'il a sans doute 20 000 euros qui lui ont permis d'acquérir un logement, mais 180 000 euros de passifs dont il faudrait tenir compte dans le calcul de son impôt sur le patrimoine. Moi, je pense donc qu'il faut demain, pour financer le revenu universel,
un impôt progressif sur les actifs nets. C'est l'impôt sur lequel on avait travaillé avec Thomas Piketty pendant ma campagne présidentielle, où on avait essayé d'imaginer une fiscalité qui soit progressive sur le patrimoine, de façon à ce que ces inégalités-là puissent être pour partie réduites et qu'on ne se contente pas de parler de l'impôt sur le revenu quand on parle des inégalités. En fait, on a toujours, c'est là où le travail des économistes est aussi intéressant. Alors, les économistes, je vous l'ai dit, il faut les laisser à leur place. Hein. Ce n'est pas à eux de faire toutes les politiques publiques. Mais ils nous permettent aussi de révéler ce qu'est la pauvreté parfois de la pensée politique quand on parle des inégalités, se contente de parler des inégalités de revenus, quand l'essentiel des inégalités sont des inégalités de patrimoine. C'est-à-dire, rajouter quelques tranches à l'impôt sur le revenu, si c'est pour se désintéresser de la question du patrimoine, c'est assez stupide. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, la question du patrimoine, elle doit être prise en compte, pas pour abolir l'héritage privé, mais pour mettre à contribution les plus gros patrimoines privés au financement du revenu universel. Merci, Monsieur Hamon. Benoît Monteau avait une question. Si tu veux désactiver ton micro. Merci beaucoup. Benoît Monteau, École normale sup de Lyon. Bonjour, Monsieur Hamon. Je voulais vous poser une question. Vous parlez de ce projet comme… J'ai dit, j'adorais je ne sais pas si mon micro est allumé. Mon prénom? Non, j'adore votre prénom. C'était une vanne à 2 balles, pardon. Excusez-moi. Ah oui, oui. Non, mais vous savez, comme vous, la nature m'a bien gâté. Alors, vous parlez de ce projet comme alternative à l'échec de la gauche. Comment rallier un électorat de droite à votre idée, puisque de nombreux pays ont adopté le revenu universel, alors dirigé par des gouvernements libéraux ou conservateurs, ce qui est paradoxal quand on connaît l'électorat de droite en France face au projet de revenu universel. Et comment expliquer pourquoi la droite ne se saisit pas de ce sujet? En fait, il n'y a aucun pays n'a adopté de revenu universel. Il y a des revenus minimums dans certains pays, comme en France, mais le revenu universel n'a été adopté nulle part. Le revenu universel au sens où toute une population de la naissance à la mort perçoit un revenu de manière inconditionnelle et individuelle, c'est-à-dire indépendamment de sa situation conjugale ou familiale. Ce qui est intéressant en France, c'est que le débat est porté par, on va dire, par 2 courants. Un courant très libéral qui est incarné par un intellectuel que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Gaspard Koenig, par exemple, qui défend le principe d'un impôt négatif sur le modèle de ce qu'avait défendu Milton Friedman, et qui dit, voilà, ça pourrait être un revenu universel de 450 € par mois pour tout le monde, sous la forme d'un impôt négatif. C'est une des versions du revenu universel, défendue par un homme que moi je trouve éminemment respectable, très intelligent par ailleurs d'ailleurs, qui est Gaspard Koenig, qui est, on va dire, de l'école libérale classique, qu'on classerait assez spontanément à droite. Puis il est défendu par des gens à gauche qui, comme moi, posent le principe d'un revenu universel, alors d'un montant supérieur. Moi, j'ai posé plus par convention d'ailleurs que par, comment dire, que de manière définitive un montant de 750 € qui viendrait compléter là aussi tous les revenus, retraite, salaire, etc. Il ne remplacerait pas les mêmes choses que ce que propose Gaspard Koenig. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que sur ces questions-là, les esprits sont assez ouverts dès lors qu'ils se débarrassent d'un certain nombre de préjugés qui sont les obstacles les plus ténaces et les plus difficiles à vaincre. Hein. Le premier préjugé, vous allez peut-être en parlera-t-on, c'est mais attendez, si vous donnez ça, les gens ils vont arrêter de bosser. Ils vont arrêter de travailler. Vous leur donnez un revenu universel, c'est sûr, ils vont arrêter de travailler. Bon, alors, est-ce qu'on peut faire un tout petit sondage? On est combien là? 198. Combien parmi vous peuvent me dire là, si demain j'ai un revenu universel de 750 € par mois, combien sont ceux, vous pouvez voter, hein, qui arrêteront de travailler? Me disent, non, moi c'est sûr, je ne bosse pas. Alors levez la main, mettez-moi des petits machins que je vois un petit peu combien ça donne. Est-ce qu'il y en a ou pas? Je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Moi, je bosse encore plus. Hein. Mais donc, non, mais c'est marrant parce que vous observerez une chose, c'est que quand je dis est-ce que vous arrêteriez, vous ne travaillerez pas avec 750 €. Vous allez me dire non mais c'est pas assez, mais on est tous persuadés, en tout cas il y a beaucoup de gens qui sont persuadés, parce que c'est ce qu'on me dit à chaque fois, que d'autres arrêteraient de travailler. C'est-à-dire que pour soi-même, on n'imagine pas arrêter de travailler. Par contre, on est toujours
à peu près persuadé que le cousin un peu fainéant ou la tata est paresseuse, elle arrêtera de travailler. C'est-à-dire qu'on prête aux autres des vices qu'on ne s'attribue pas. Bon, eh ben, c'est un peu pareil dans les expérimentations. Les expérimentations finlandaises ou canadiennes, je vais prendre que ces deux-là, parce que ce sont deux pays dont, on va dire, le niveau de développement est assez comparable à la France. Montre quoi? Que quand il y a des gens qui ont arrêté de travailler, ce sont plutôt des femmes. Pourquoi dans les années 70 au Canada? Parce que d'abord, il y avait déjà à l'époque aussi, même encore maintenant, une répartition très genrée de la question du travail domestique. Donc, des femmes, elles étaient 3 à 4%, je crois, si mes souvenirs, peut-être 5%, mais en moyenne, je crois que c'était 3 à 4% des gens qui ont arrêté de travailler parce qu'ils ont eu le revenu universel. 5%, ça devait être des femmes, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi? Parce que pour celle-là, elle se disait, comme j'ai la double journée de travail, je me soulage de cette double journée de travail grâce au revenu universel. Mais ce qu'est venu montrer l'expérience, c'est que non seulement les gens n'arrêtent pas de travailler, mais ont repris un peu d'activité. Le regret des Finlandais était que les gens n'aient pas repris davantage l'activité. Mais le sujet n'était pas que les gens arrêtent de travailler pour augmenter l'inactivité ou le non-emploi, c'était qu'ils n'aient pas plus repris d'emploi qu'ils l'attendaient. Donc, en fait, toutes les expérimentations montrent qu'il n'y a pas de phénomène de le revenu universel amène les gens à arrêter de travailler. Quand on vous pose la question, la plupart du temps, vous le faites dans des amphithéâtres, dans des salles, dans des dîners à la maison, les gens ne veulent pas arrêter de travailler. Donc, ou en tout cas, quitter leur emploi. La question qui me semble, moi, très importante, c'est de voir comment, après, une fois qu'on a ce revenu universel, comment ensuite il est utilisé comme un moyen véritable d'épanouissement. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se désintéresser de l'écosystème qui doit exister autour du revenu universel pour offrir des opportunités qui doivent être des opportunités d'épanouissement ou d'émancipation une fois qu'on gagne 750 € en plus par mois. Je vais donner la parole à Jean, si tu peux désactiver ton micro. Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup à vous et à Place au Débat d'organiser cette réunion. Je voulais revenir très rapidement sur ce que vous avez dit du coup là tout de suite en réponse à votre homonyme par rapport du coup au revenu universel parce que vous avez parlé du fait que c'était que personne voulait s'arrêter de travailler. Pourtant, il me semble quand même que John Rawls, qui est celui dont qu'on prend souvent comme exemple pour le revenu de base, voulait lui-même que ce soit conditionné. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez un peu quelque chose si vous pouviez nous parler de votre rapport à ce qu'a dit cet auteur sur la question du revenu de base. Et ma question principale était sur ce que vous avez dit sur l'impôt sur le revenu. Vous avez dit qu'on parlait trop de ça par rapport aux inégalités. L'impôt qui rapporte le plus finalement en France est un impôt qui n'est pas graduel, qui n'est pas progressif, c'est la TVA. Une taxe, finalement c'est un peu dans les faits la même chose. Vous proposiez, il me semble, en 2017 de baisser cette TVA pour les produits qui étaient vertueux écologiquement, notamment le bio. Sauf qu'aujourd'hui, le bio est à 7% ou à 5,5% dans tout ce qui est alimentaire. Donc finalement, ce n'est pas vraiment ça, cette part-là qui empêche les populations les moins aisées d'acheter du bio. Donc finalement, baisser la TVA sur le bio, est-ce que ça aide vraiment les populations les plus pauvres ou est-ce que c'est juste finalement une mesure incantatoire plus qu'autre chose? Et est-ce que vous avez une proposition pour baisser la TVA ou pour la rendre finalement pour permettre de faire en sorte que cette taxe soit plus progressive et moins inégalitaire par rapport aux différentes inégalités de revenus? Voilà, merci beaucoup. Bon, alors, il y a deux questions. Il y avait est-ce qu'on conditionne le revenu universel ou pas? Et la deuxième question, c'était sur la TVA et le bio. Sachant qu'on peut parler de la TVA comme un impôt qui rapporte, il y a l'autre impôt qui rapporte beaucoup, c'est la CSG. Qui d'ailleurs une des modalités de financement du revenu universel par un de ses partisans, qui est l'économiste Jean-Baptiste Milandot, qui lui est favorable à un revenu universel aligné sur le seuil de pauvreté. Aujourd'hui en France, le seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, c'est autour de 890-900 €. À 60%, c'est plus de 1000 €. Lui propose une mesure directe de redistribution qui a le mérite de la simplicité, ensuite qui a un problème évidemment de soutenabilité, qui est de dire donc on augmente de 25 points la CSG et on finance un revenu universel à peu près 1000 € pour tous les individus.
Bon, je mets ça à part et je réponds à votre question. Là encore, il faut qu'on fasse très attention. Moi, je m'inscris dans la tradition philosophique et politique qui est celle d'un revenu universel, inconditionnel et individuel. Donc, on peut avoir des revenus de base conditionnés, ça c'est autre chose. C'est un revenu minimum qui est la contrepartie, qui est le minimum pour vivre. Dans une société, minimum décent. En France, on considère que le minimum pour vivre, c'est le RSA SOC, 550 € par mois, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ça veut dire que déjà, on situe le minimum en deçà du seuil de pauvreté. J'ajoute qu'en France, les 18-25 ans ne sont pas éligibles aux minima sociaux. C'est un anachronisme. Dans le reste de l'Europe, vous ne seriez pas traité de cette manière-là. Vous pouvez vous réjouir d'être respecté parce que vous n'êtes pas éligible aux minima sociaux, parce que c'est une manière de… Mais c'est pour moi c'est aucune justification. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on a le droit de voter, mais à 18 ans, on n'est pas éligible aux minima sociaux. Bon. Pourquoi ? Parce que c'est mieux quand même que les jeunes montrent que le travail, c'est important. C'est connerie. Pourquoi à 25 ans, ça change ? Bon, bref. Donc, déjà, la mesure, ce serait de se dire la majorité sociale et majorité politique ouvrent les mêmes droits aux citoyens. Et pourquoi est-ce qu'à 25 ans, il se passerait quelque chose qui nous rendrait éligibles aux minima sociaux, alors que dans le reste de l'Europe, ce n'est pas le cas. Bon, donc il y a différentes philosophies. Moi, je ne parle pas d'un minimum social, je parle bien d'un revenu universel. Et donc, il doit être inconditionnel. Et finalement, j'ai essayé d'expliquer pourquoi il était inconditionnel. Un, parce qu'on n'est pas pauvre, mais riche de l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Ça existe, c'est une fraction du PIB. Et deux, parce qu'il vient reconnaître le fait que même quand on n'est pas en emploi, on travaille, on contribue à créer du lien social. Donc c'est une approche philosophiquement très nouvelle de la représentation de la richesse et du travail, j'en conviens, mais je m'inscris dans cette tradition-là, et c'est celle que je défends à travers ce livre. Alors après, on peut picorer dans l'histoire, Rawls a dit ça, Paine a dit ça, More a dit ça, Keynes a dit ça, bon, tout ça, on prend mais moi, c'est cette tradition qui m'intéresse. La deuxième chose sur la TVA. Moi, je n'ai jamais dit que la TVA allait financer le revenu universel. Mais ce qui m'intéresse, si on veut que demain les gens consomment du bio, c'est d'abord qu'il y a assez de bio à offrir à tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Hein. Le problème, c'est déjà, il faudrait qu'on ait la capacité à mettre sur le marché suffisamment de bio pour que tout le monde puisse acheter bio. Or, aujourd'hui, la filière en amont, elle n'est pas suffisamment structurée pour pouvoir être totalement souverain sur le plan alimentaire et bio à la fois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir du bio mais qui vient d'Amérique du Sud, ce qui en termes d'empreinte écologique n'est pas non plus tout à fait génial. Et il ne faut pas confondre d'ailleurs commerce équitable, bio, donc tout ça est parfois différent. Moi, ce que je propose avec le revenu universel, quelles conséquences aura-t-il sur justement les modes de consommation des individus ? Si vous avez 750 € par mois, ça va faire de l'inflation, forcément, parce que vous consommerez plus. Est-ce que c'est mal ? Non. D'abord, c'est plutôt meilleur pour la dette, d'une part, mais d'autre part, ça va nous permettre de consommer enfin au juste prix. Qu'est-ce qui s'est développé dans nos sociétés pour entretenir la fiction de l'abondance et de l'accès de tous à, on va dire, à la consommation de masse et aux standards de la consommation ? Il s'est développé une économie low cost où pour payer de l'alimentation, un vêtement ou un bien d'équipement si peu cher, on ne le paye pas au juste prix, c'est-à-dire au prix qui permettrait de correctement rémunérer celui qui l'a produit ou à un prix qui nous garantirait que ça n'a pas été fabriqué dans des conditions sanitaires et écologiques dégueulasses. Moi, quand j'ai été ministre de la Consommation, à côté de l'économie sociale et solidaire, j'ai été confronté au fameux scandale de la viande de cheval, pour ceux qui s'en souviennent, quand vous mangiez tous dans vos plats préparés du cheval à la place du bœuf. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des millions de plats préparés à base de cheval ? Parce que c'était vendu à 1,30 €, 1,50 € le kilo, je vous épargne les détails, de hachis parmentier dans les grandes surfaces. Ben pour faire ça, il fallait tricher. Pour que vous l'achetiez à 1,50 kg, il fallait tricher. Ou sur, d'abord les gens étaient payés au lance-pierre, mais là on a triché sur le contenu, c'est-à-dire sur la nature de la viande, l'espèce que vous mangiez, mais on aurait pu tricher sur le coût social ou le coût écologique de la fabrication d'un tel produit pour que vous le payiez si peu cher. Donc, si on veut demain changer notre modèle de développement, il faut qu'on achète au juste prix. Et pour acheter au juste prix, il faut que les gens aient le choix. Or, aujourd'hui, si j'ai 1 200 ou 1 300 € et que j'ai des enfants, est-ce que j'ai le choix que d'acheter des plats préparés dégueulasses ou pas chers ?
Est-ce que j'ai le choix si je veux offrir à mes gosses, comme aux autres, des vêtements qui changent tout le temps parce que c'est les modes, et puis parce que aussi ça tient moins longtemps qu'avant, parce qu'un pull, il va vous tenir 3 mois là où auparavant il vous tenait plusieurs années, là où une bouilloire va vous tenir 6 mois là où elle tenait 4 ou 5 ans. Si on veut acheter des biens d'équipement qui soient durables et réparables, des fringues qui soient durables, de l'alimentation de qualité, il faut que les prix soient au-dessus. Et pour ça, on a besoin du revenu universel. Sinon, on ne permet pas à une grande partie des Français d'avoir accès à des biens d'équipement et des biens de consommation qui correspondent au juste prix, c'est-à-dire le prix qui permet de rémunérer correctement le producteur en bout de chaîne et de le faire dans des conditions écologiques qui soient acceptables. C'est pour ça que moi, je milite pour que le revenu universel soit l'instrument par lequel, ou le moyen par lequel, on civilise finalement l'économie et on se débarrasse de l'économie low cost, qui me paraît être le meilleur moyen d'évincer de l'accès au bio, notamment, des populations qui y ont droit comme nous tous, quoi. Vous y compris, c'est-à-dire le fait de manger une alimentation de qualité et, si possible, sans pesticides ou produits chimiques. Merci beaucoup, Monsieur Hamon. On a une question de Guillaume dans le chat qui déjà vous remercie et vous demande, entre autres, dans le grand débat post-Gilets jaunes, les Français émettent le souhait principal de ne pas avoir augmenté les impôts. Comment aborderez-vous la question de la contestation de l'impôt dans votre réflexion sur le revenu universel ? Bon, d'abord, c'est quand même plus simple de payer de l'impôt si on gagne 750 € de plus par mois, hein. Ça va beaucoup mieux, surtout quand on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Bon, alors, pour être très honnête, dans mon projet, il y a revenu universel, mais impôt universel. Dès lors, je considère que même si c'est de manière symbolique, on doit payer de l'impôt dès le premier euro gagné au-delà du revenu universel. C'est-à-dire, au-delà de 750 €, je considère qu'il doit y avoir un impôt universel sur le revenu, symbolique pour les premières tranches, mais qui doit monter en puissance. Mais ceux qui disent je ne veux pas payer d'impôts, ils gagneront de toute façon. En tout cas, ceux qui manifestaient qui étaient des gilets jaunes, je ne crois pas qu'ils ne seront pas perdants dans la mise en œuvre du revenu universel, puisque ça leur permettra de gagner 750 € de plus par mois. C'est marrant, on ne va pas leur reprendre plus qu'on ne leur donne. Ce qui est incontestable, c'est que s'il est universel, d'ailleurs une des critiques souvent qu'on me fait, notamment à gauche, on me dit « Mais Benoît Hamon, vous allez donner à Bernard Arnault ou Madame Bettencourt 750 €. Oui, automatiquement, sur un de leurs comptes en banque, sera versé 750 €. Mais bon, Tom, bon, je ne vais pas m'acharner sur vous, parce que je vous ai donné alors un appartement de 200 000 €, mais je vais passer… Julia, par exemple, Galland, elle se fait rembourser sa grippe au même tarif que Bernard Arnault. Quand Bernard Arnault il a une grippe et que Julia elle a la grippe, tous les deux sont remboursés de la même manière. Est-ce qu'on change ça? On peut me dire oui. On peut conditionner le remboursement de la grippe de M. Arnault à ses revenus. Mais attention, juste je pose, après je reviens ce qui m'a été à la question de Guillaume. Mais pourquoi est-ce que je veux que ce soit universel? Parce que dans des sociétés où on réserve des droits aux plus pauvres, à la fin, on n'a plus que de pauvres droits. Au nom de la logique qui a été énoncée par Guillaume, c'est que le consentement à l'impôt s'effondre, et notamment des plus riches qui disent « Mais écoutez, si finalement dans nos sociétés, les mécanismes de solidarité, c'est nous qui les finançons pour le bénéfice de droits qui sont réservés aux pauvres, qu'il n'y a plus de droits sociaux universels, eh bien, finalement, nous n'avons plus envie de payer l'impôt. » Or, comme les plus riches sont aussi ceux qui ont le plus de pouvoir politique, on constate que dans toutes les sociétés où on a réservé les droits aux plus modestes, les droits pour les pauvres sont aussi de pauvres droits. Donc moi, je tiens à ce qu'on conserve des droits universels qui sont financés par l'impôt, et l'impôt est l'instrument de la justice sociale et fiscale. Donc les plus riches, je reviens à Bernard Arnault ou à Madame Bettencourt, vont payer évidemment par l'impôt beaucoup plus de revenus universels qu'ils n'en recevront pour eux-mêmes, c'est-à-dire 750 € par mois. Et je pense que, sauf à ce que Julia soit une riche héritière, elle devrait y gagner. Bon, en tout cas, à sa tête, elle a l'air de dire oui, même si il semble qu'elle ait un tapis persan derrière elle qui a l'air de valoir très très cher. Donc, je reviens à ce que disait Guillaume. Oui, il y a une méfiance à l'égard de l'impôt, mais ça va changer. Personne, c'est marrant, c'est qu'on n'arrive pas à essayer d'imaginer ce que changerait à nos vies 750 €. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'y croit. Personne ne croit que ce soit possible.
personne ne croit qu'un responsable politique veuille véritablement enclencher ça. Et c'est ça aujourd'hui une des vraies difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'il y a une telle défiance dans la société que je ne sais pas combien d'entre vous croient vraiment qu'on puisse le faire ou qu'ils le verront de leur vivant. Si je pose la question, je pense que ce sera une minorité d'entre vous. Mais il y a aujourd'hui, on est persuadé que dans cette affaire, il y a un loup. Et que si on reçoit 750 €, c'est que quelque part, on va nous en prendre 1000 par mois ailleurs. Ce n'est pas du tout ça. La redistribution, elle s'opérera différemment. Alors, si vous voulez, on abordera la question des moyens de financer le revenu universel et la chronologie qu'on peut imaginer pour le faire. Mais Guillaume n'a pas tort hein, sur ce réflexe anti-impôt. Mais ce n'est pas parce qu'il existe que le revenu universel n'est pas finançable. Merci beaucoup, Monsieur Hamon. Corto, tu avais une question? Oui, j'avais une question sur la croissance. Et en fait, j'aurais aimé savoir quelle était votre vision de la croissance et de l'économie, parce qu'il s'agit donc ici de distribuer des richesses, donc en partie passée, et aussi de réduire les inégalités. Est-ce que vous pensez qu'on va dans un monde où on va devoir plutôt gérer la contraction de nos richesses et organiser quelque part une forme de décroissance? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut mettre l'ordre universel dans ce contexte? Bon, là aussi, vous ouvrez des grands débats à chaque fois. Quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB. La question, c'est le PIB, c'est quoi? C'est donc l'ensemble de la valeur ajoutée. Et dans cette valeur ajoutée, on va y mettre des activités qui sont nocives pour l'intérêt général. Je pense à tout ce qui pollue, tout ce qui accélère le réchauffement climatique, tout ce qui contribue à l'effondrement de la biodiversité, tout ce qui relève d'économies qui sont des économies finalement nocives pour l'intérêt général, et puis d'autres choses qui sont évidemment très, très positives. Et donc, quand on parle de la croissance du PIB, on peut avoir une croissance de 2 à 3% qui soit quand même qualitativement, vu ce qui croit, négatif. Et pour autant, on va avoir un indicateur qui est un indicateur de bonne santé économique. Pour autant, quand d'autres indicateurs ont été imaginés, notamment des indicateurs de santé sociale, et on a pas mal d'universités françaises qui ont beaucoup travaillé, dont celle de Lille, à l'initiative de l'économiste Florence Giannicatrice, qui avait imaginé un indicateur de santé sociale qui repose sur le niveau d'éducation des individus, le niveau de santé réel des personnes, le niveau d'insécurité qui pouvait exister, c'est-à-dire le nombre d'homicides, de vols, etc. Il y avait construit un indicateur de santé sociale qui mélangeait ces critères. Et on constatait qu'on pouvait avoir un indicateur de croissance du PIB très élevé et un indicateur de santé sociale très bas. On pouvait être, par exemple, comme l'Île-de-France, au sommet de la croissance du PIB et être très bas sur l'indicateur de santé sociale. Ça veut donc dire que la prospérité économique, telle qu'elle est calculée par le PIB, ne signifie pas la bonne santé sociale, forcément, d'un pays. Comme un indicateur d'emploi peut être extrêmement bon, on peut avoir un taux d'emploi très élevé avec un indicateur de pauvreté qui reste quand même très élevé. C'était le cas de l'Allemagne, qui avait un indicateur de pauvreté supérieur à la France, en dépit du fait qu'elle avait un taux de chômage inférieur. Donc, l'emploi ne garantit pas qu'on cesse d'être pauvre. On peut donc être travailleur et pauvre. Qu'est-ce qui nous importe? Savoir combien de gens sont dans l'emploi ou savoir combien de gens sont pauvres? On peut dire les deux, mais c'est mieux si c'est les deux. Aujourd'hui, c'est que l'emploi, pas la pauvreté. L'indicateur de pauvreté par exemple, moi j'ai été ministre dans un gouvernement de gauche, jamais, quand j'ai amené un texte de loi, on m'a parlé de l'impact qui pouvait être ceux de mes textes de loi sur la lutte contre la pauvreté. Jamais. Jamais. Alors moi, je m'en préoccupais, mais jamais ça n'a été un indicateur à partir duquel on jugeait du bien fondé des mesures que je prenais. Par contre, on regardait si oui ou non on allait créer de l'emploi, contribuer à la croissance, et c'était à travers cet ingrédient-là, ce critère-là, qu'on jugeait si c'était un bon programme ou pas. D'ailleurs, objet de bataille au niveau de l'Union européenne aussi pour que d'autres indicateurs soient pris en compte. Donc, moi, je suis pour la décroissance de certains secteurs et la croissance d'autres. C'est pour ça que quand on dit vous êtes décroissant, croissant, en fait, ces indicateurs-là, ce ne sont plus des indicateurs, me semble-t-il, très pertinents. Dans mon livre, je reprends cette phrase de Bob Kennedy qui, avant d'être assassiné, quand il était candidat à la primaire démocrate américaine après l'assassinat de son propre frère, parlait de la croissance et il disait cette chose, on était dans les années 60 pourtant, il disait la croissance mesure tout sauf ce qui fait que la vie mérite d'être vécue.
et c'est vrai, la croissance du PIB mesure beaucoup de choses. Je ne suis pas pour qu'on abandonne cette convention-là, née après-guerre. Ça n'a que 70 ans, hein, cette convention. Depuis quand ce serait le Graal de toutes les bonnes politiques? Est-ce que le fait qu'on fasse beaucoup de croissance du PIB vous garantit aujourd'hui dans nos sociétés que la société réduise les inégalités, qu'elle aille mieux? En partie, pour certains secteurs, mais aujourd'hui, au regard des enjeux qui sont ceux de la lutte contre le réchauffement climatique, de la lutte contre les inégalités sociales, hélas, non, ça ne nous garantit pas que ça améliorera un certain nombre aujourd'hui des grands mots MAUX de la société française. Donc, finalement, soyons laïques à l'égard du PIB, prenons-le pour ce qu'il est, mais pas davantage. Merci, Monsieur Hamon, pour votre réponse sur la croissance. Je vais laisser la parole à Lise Moncelon, si tu veux désactiver ton micro, activer ton micro plutôt, pour poser ta question. Oui, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Hamon. Du coup, je voulais, avant de poser ma question, donner un petit message d'espoir, parce que tout à l'heure, vous disiez que le bio ne pourrait pas nourrir l'ensemble de la planète, et j'avais vu qu'en 2017, il y avait une étude soutenue par l'ONU qui avait dit que d'ici l'horizon 2050, le bio pourrait potentiellement nourrir l'ensemble de l'humanité si on enlevait le gaspillage alimentaire qui s'élève à en fait un tiers de nos aliments produits finissent à la poubelle dans le monde. Et en France, ça s'élève entre 12 à 20 milliards d'euros. Si aussi on baisse la consommation de viande à l'échelle planétaire et qu'on utilise les énergies renouvelables, donc normalement, d'après cette étude menée par Nature Communication et soutenue par l'ONU, ce serait possible. Donc, mais vous avez raison, Élise, hein. Vous avez raison, si on le fait, c'est-à-dire si on transforme notre modèle agricole. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si tout le monde voulait du bio, cantine scolaire, restaurant administratif, restaurant d'entreprise, et nous, à titre individuel, parce qu'on n'a pas fait ces transformations-là, on ne saurait pas assurer une offre suffisante. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Je suis d'accord avec vous. Hein. Il faut être d'ailleurs assez volontariste dans ce domaine-là. C'est tout à fait possible, mais à condition qu'on transforme notre modèle agricole. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas combien, on est le 14, là, si on voulait, hélas, aujourd'hui, on ne pourrait pas fournir. C'est dommage. Voilà, mais bon, il y a un espoir. Oui, absolument. Et du coup, je voulais vous poser une question par rapport donc à ce revenu universel. Comment ça se passe? Il n'y aurait plus de SMIC du coup. Et voilà, et je voulais savoir qu'est-ce que vous répondez aux gens qui auraient la crainte que s'il n'y a plus de sécurité comme le SMIC, par exemple, que les employeurs en profitent pour abaisser les salaires. Par exemple, je pense à tous ces emplois peu qualifiés comme les femmes de ménage, tous les ouvriers, qu'on baisse leur emploi, leur salaire et qu'ils ne soient toujours pas au niveau de vie décent. Il y avait une étude aussi qui montrait qu'un ménage, pour qu'il vive décemment, une personne seule, son salaire devrait s'élever vers 1 400 euros et un ménage, donc une personne avec 2 enfants, ce serait 2 500, un peu plus de 2 500 euros. Qu'est-ce que, s'il y a ce revenu universel, mais que les patrons soient incités du coup à baisser les salaires, qu'est-ce que ça pourrait entraîner Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que si vous évoquiez une femme de ménage, ça peut être un aide-soignant ou une aide-soignante dans une maison de retraite, ça peut être des gens qui sont dans des secteurs dans lesquels le travail est mal payé. S'il y avait 750 euros à côté, est-ce que, par exemple, le patron du groupe Corian qui embauche des milliers d'aides-soignantes et d'aides-soignants dans les maisons de retraite déciderait pas, écoutez mes amis, vous avez gagné 1 300 euros par mois, vous passez au SMIC. D'abord, le revenu universel ne remet pas en cause le SMIC. Donc on pourrait imaginer admettons qu'ils veuillent redescendre les salaires de tout le monde au SMIC. Hypothèse. Qui pour ces femmes les amènerait quand même à gagner à la fin. Je vais revenir après à cette volonté du patron du groupe Corian, mais à être quand même à 1150 plus 750, c'est-à-dire les mettre quand même en situation de gagner 2000 euros. Là, elles en gagnaient qu'auparavant 1300. Mais admettons que cette hypothèse existe.
Le travail, hélas, aujourd'hui, on peut le regretter, mais c'est une marchandise. Une marchandise dans laquelle où nous sommes sur un marché où vous, une fois que vous aurez votre diplôme en poche, vous allez vendre votre force de travail et trouver qui veut bien l'acheter. Vendre ma force de travail, ce sera pour ces femmes de vendre une compétence d'aide-soignante dans une maison de retraite. Elles la vendent aujourd'hui au tarif qui est celui fixé par l'employeur. Pourquoi? Parce que le rapport de force lui est favorable. Et il lui est favorable pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce que la vie est dure et que je vais vendre ma force de travail au prix auquel on veut bien me l'acheter. Vous voyez rarement quelqu'un aujourd'hui qui, au moment où il est sur le marché du travail, sauf quand il est sur des secteurs dans lesquels justement on a vraiment besoin de lui et qu'il sait qu'il a la possibilité de négocier, vous voyez rarement une aide-soignante qui va dire bah, écoutez, à son directeur potentiel d'établissement, je veux un plus gros salaire. Non, elle va prendre le boulot au tarif qu'on lui propose parce qu'elle n'a pas d'autre choix pour subsister. Ça, c'est la réalité du marché du travail. Que change le revenu universel? Je ne dépends plus de mon seul salaire. Je ne suis plus dépendant de ce seul salaire pour vivre. Je peux décider de passer à temps partiel, ce qui est une mesure qui doit accompagner la mise en œuvre du revenu universel, c'est-à-dire la possibilité de choisir plus facilement, de réduire son temps de travail. Je peux donc disposer de mon temps différemment. Je suis en situation donc d'exercer cette fois-ci une pression sur mon employeur qui ne se retrouve plus à pouvoir acheter au prix qu'il impose une force de travail qui n'est pas prête à se vendre à vil prix. Ce que cela change dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et où le travail est justement mal payé et avec souvent des conditions de travail difficiles, c'est que soudain, parce que le revenu universel existe, ceux qui acceptaient de vendre leur force de travail au prix de l'employeur pourraient ne plus accepter de le vendre ou choisir un temps partiel qui ne permet pas aux entreprises, si tout le monde passe à temps partiel, de correctement remplir les missions qui sont celles auxquelles elles sont confrontées. Donc en clair, le rapport de force évolue. Et selon la bonne vieille règle de l'offre et de la demande, on peut imaginer que dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, contrairement à l'intuition ou au pronostic parfois de certains, ce ne soit pas des baisses de salaire qu'on observe, mais des augmentations de salaire ou plus probablement des améliorations des conditions de travail et de l'organisation du travail. Alors dans des secteurs où, par contre, on peut imaginer qu'il y ait beaucoup de propositions, où il y ait moins ce besoin d'acheter de la force de travail parce que, j'ai pris l'exemple des maisons de retraite parce qu'il est parlant, parce qu'avec le vieillissement de la population, on peut imaginer que les besoins seront toujours très, très forts. Mais là où il n'y a pas de risque de substitution de l'homme par la machine, qu'il puisse y avoir, allez, on va dire, des réductions ou de la stagnation ou de la modération salariale. Mais globalement, je pense que dans certains secteurs, ce sera l'effet inverse qu'on constatera. Merci, Monsieur Hamon, pour cette réponse. Inès avait une question, si tu peux désactiver ton micro. Oui, bonjour Monsieur Hamon. Je vous remercie beaucoup d'être là et de pouvoir nous permettre de vous poser directement des questions. Vous l'avez dit en introduction, votre livre traite principalement des barrières culturelles très fortes en France qui s'opposent au revenu universel, malheureusement. Et disons qu'académiquement et intellectuellement, le livre est très intéressant pour ça et je le conseille à tous. Mais ma question, elle est plus d'ordre pratique et militante. Je suis moi-même donc membre des jeunes générations de Lyon depuis quelques années. Et je voulais savoir, ma question porte sur comment gagner cette bataille culturelle, selon vous, sur le terrain et faire que ces nouvelles idées de gauche rencontrent un appui populaire, et notamment à l'horizon des présidentielles de 2022. Merci. Bon, alors là, on est dans les travaux pratiques. Ce qu'on fait là, et ce qui est en train de se faire de plus en plus, c'est-à-dire que cette idée elle est en train de mûrir. Et si elle mûrit, si elle est davantage partagée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques années, c'est parce qu'elle d'abord, elle apparaît comme une réponse à la fois à la crise et parce qu'elle porte un regard sur la réalité du travail qui, à mon avis, se rapproche de la réalité vécue. Alors, je vais faire deux réponses. D'abord, une réponse très marxiste classique, qui serait de dire l'existence déterminant la conscience. Beaucoup de ceux qui aujourd'hui observent que le travail ne se résume pas à l'emploi et que leur travail, en tout cas l'emploi ne suffit plus pour vivre, vont finalement venir vers le revenu universel.
Mais je crois que si je complète cette réponse-là par une autre, qui est plus jaurétienne dans la tradition socialiste, qui est de dire c'est par la conscience, l'apprentissage, le savoir, la transmission qu'on se construit une conscience politique, cette fois-ci. Je pense que ce que nous faisons là, c'est-à-dire le fait de réfléchir, de nous poser collectivement, d'essayer d'analyser rationnellement ce que sont les impacts de la révolution numérique sur le travail, ce qu'est l'évolution lui-même du travail à travers la part du travail qui va au salariat et celle qui ne va plus au salariat, on est capable de voir ces évolutions. Et vous, pardon de le dire, mais l'expérience que vous allez faire de l'emploi et du travail n'a mais alors rien à voir avec l'expérience qu'on a fait ma génération. Vos carrières ne seront pas linéaires, il y a des formations dans lesquelles le début de la formation ne correspond plus à la réalité des métiers à la fin de la formation, tant le rythme des innovations technologiques est aujourd'hui rapide. On invente l'équivalent du télégraphe ou de l'électricité tous les mois maintenant. Il y a des bouleversements technologiques qui sont absolument considérables. Vous voyez, au début où j'ai écrit mon bouquin, je me suis penché sur cette invention qui était celle sur laquelle travaillait Elon Musk dans ses laboratoires et qui vaut cette réflexion qui est celle de Slavoj Žižek, qui est un philosophe slovène, sur cette possibilité de la transmission de pensée par objet connecté, comment dire, par l'interface d'un objet connecté. Et je voyais là, je lisais, je crois que c'est sur Challenge, sur le site de Challenge, que les États-Unis imaginent pour leur armée déjà les applications et entre deux soldats, la possibilité de se transmettre des pensées grâce à ce que développe aujourd'hui l'entreprise Tesla. Ce programme, ça s'appelle Neuralink. Et Neuralink, il imagine demain que si jamais il y avait un petit objet entre moi et vous, là, Inès, par exemple, je puisse vous transmettre une pensée. Vous imaginez les conséquences, les questions éthiques que cela pose? Ça veut dire que si ma pensée peut être déchiffrée par une machine, transformée en une équation qu'elle vous transmet à vous, que vous reformulez sous la forme d'une pensée, ça voudrait dire que si par la pensée, je vous demandais de lever le bras, vous lèveriez le bras. Bon, voilà, je vais loin, mais ce sont ces questions éthiques qui sont posées et qu'on ne discute nulle part. Ce que moi je souhaite, et c'est là aussi le sens de ce livre, c'est qu'on se pose ces questions-là. Ce que Zizek d'ailleurs disait dans la réflexion comme philosophe, la manière dont il posait le débat, il disait ce n'est pas à Musk de fixer les barrières éthiques aux conséquences de ce qu'il crée. C'est aux sociétés de dire le type de progrès qu'elles souhaitent. Moi, je suis ravi à l'idée que demain, peut-être qu'on va vaincre la tétraplégie parce qu'on saura justement donner des informations à un muscle que le cerveau ne sait plus lui donner parce qu'il lui manque, je sais pas, les synapses pour que cette information circule et arrive jusqu'au muscle pour qu'il bouge. Mais ça, c'est génial. Mais si demain, ce que la machine pourrait, comment dire, si demain, je peux vous transmettre une information qui vous fait croire que vous avez une pensée là où cette pensée vient d'ailleurs, j'imagine, c'est vertigineux comme question éthique. Bon, bah, ces questions-là, elles nous sont posées. Donc moi, j'espère qu'on va réussir, et c'est là où, dans la bataille culturelle, mon livre nous invite au moins à ralentir un tout petit peu pour qu'on réfléchisse au rythme d'innovation, de l'innovation technologique, aux conséquences que ça a sur le travail. Si Bill Gates parle de l'ère de la substitution logicielle, c'est parce qu'il estime aujourd'hui que justement, ça va tellement vite qu'on remplace aujourd'hui l'homme dans des multitudes de secteurs d'activité sans qu'on ne réfléchisse aux conséquences sociales, économiques et éthiques de ce remplacement de l'homme par la machine. Moi, je ne suis pas technophobe, mais je ne suis pas non plus un technobéat débile, pardon de le dire, qui dit « Ah là là, c'est formidable parce que c'est technologique et que c'est start-up. » Tout ça, c'est quand même un discours pardon, mais il faut avoir un QI de 100 pour prendre un discours pareil quand même, non? Donc voilà. Et je rappelle que dans la République, quand on crée le Conservatoire national des arts et métiers, on pose que la technique, c'est formidable, à condition qu'elle serve le progrès social et l'émancipation des hommes. C'est ça qu'il faut poser. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question d'Inès, mais il me semble aujourd'hui qu'on est dans des moments où on doit avoir ces discussions-là. Et le revenu universel, il est intéressant parce qu'il nous amène à revoir peut-être un peu tout ce qu'on a appris sur le travail, la richesse, et cette bataille culturelle, comme vous l'évoquiez, Inès, en tout cas, pour les militants qui y croient, il faut la mener, mais il faut essayer d'inviter tout le monde au moins à réfléchir à ça, quoi. Quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord. Mais la démocratie, c'est se mettre d'accord sur nos désaccords.
Voilà. Et après, on peut vivre avec. Mais bravo Inès de militer pour le revenu universel. Je vous invite à aller prélever le tapis persan de Julia, ça financera au moins 10 revenus universels. Si je peux me permettre, Julia est aussi militante aux jeunes générations, donc c'est déjà prélevé. Elle contribuera 2 fois plus. Merci pour votre réponse. J'avais une question juste après du chat de Laurine, qui était donc comment faire en sorte que le revenu universel soit accessible à tous, y compris les personnes aujourd'hui exclues des prestations sociales parce qu'elles ne les demandent pas. En fait, comment on fait pour verser un revenu à toute la population, même techniquement, même s'ils n'ont pas d'accès aux services publics? Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, si nous automatisions, pour commencer, en oubliant le revenu universel, si on automatisait le RSA, 30% aujourd'hui des bénéficiaires, des pauvres qui ont le droit au RSA, au minimum pour vivre, pourront en bénéficier. Pourquoi n'y ont-ils pas droit? Ou parce qu'effectivement, ils sont très éloignés de tous les mécanismes aujourd'hui de solidarité existants, ou parce qu'ils ont honte de le demander, ou parce que c'est trop compliqué. Aujourd'hui, on peut parfaitement décider que la Banque postale sait très bien faire ça, voire la Caisse des dépôts et des consignations qui le fait déjà. On peut donner à chacun un compte en banque, sur lequel serait versé le RSA. On ne le fait pas. Il n'y a pas d'automatisation du RSA, soi-disant il y a des obstacles techniques insurmontables. On est parfaitement capable de prélever l'impôt à la source. On n'est pas capable d'automatiser le versement du RSA. Je vous le dis, je suis passé 2 ans et demi au gouvernement à Bercy. On sait parfaitement le faire. Pourquoi ne le fait-on pas? Parce que nous savons que si nous automatisions le versement des minima sociaux, ça nous coûterait 30% de plus que cela nous coûte aujourd'hui. C'est parce que les minima sociaux ne sont pas automatisés qu'aujourd'hui, 30% des bénéficiaires théoriques des minima sociaux n'en ont pas, et qu'on fait une belle économie, c'est-à-dire quand on sait qu'à peu près le RSA, ça doit être autour de 9 à 10 milliards, je pense, d'euros. Aujourd'hui, vous calculez, on doit faire 3 à 4 milliards d'euros d'économies sur le dos des pauvres parce qu'on n'automatise pas le RSA. Donc, il faudrait tout simplement construire un système d'automatisation du versement des minima sociaux ou du revenu universel, associé évidemment au droit à disposer d'un compte en banque, comme c'est désormais permis par la loi. Merci, Monsieur Hamon. Une question plus politique, maintenant que nous approchons de la fin de cette conférence. Vous avez porté le projet de revenu universel en 2017 lors de la campagne présidentielle. Vous avez donc, sur le plan de vue électoral, échoué. Qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que les Français pourraient adhérer à ce projet 3 ans et demi, 4 ans après? Et donc, deuxième question, si vous n'êtes pas candidat en 2022, allez-vous intégrer à la campagne d'un des candidats ou du candidat de la gauche, en fonction des alliances, pour porter ce revenu universel dans le programme de la gauche? Merci. Écoutez, Jaurès, il défendait la sécurité sociale. Il est mort, assassiné à Brasserie du Croissant en 1914. Elle a vu le jour 30 ans plus tard. Donc, c'est pas, je ne demande pas qu'on m'assassine dans une brasserie, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on perd à une élection sur une idée qu'il faille. Ou alors, les idées, ça marche le temps d'une élection, puis finalement, j'en change. Moi, je crois que c'est important, et en plus, je pense que c'est très structurant comme idée, et qu'elle a plutôt. J'observe plutôt les fleurs éclore qu'aujourd'hui se faner sur ces questions-là. Ça m'encourage à poursuivre dans ce sens-là, mais surtout, il me semble que, en tout cas, c'est pas parce qu'une idée n'a pas convaincu un jour. Est-ce que c'est pour ça que j'ai perdu ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Moi, il y a plein de. En tout cas, vraiment, c'est pas la défaite aux élections qui m'encourage à ne plus défendre cette idée-là. Au contraire, elle m'encourage à argumenter et essayer de convaincre davantage. Première réponse. La deuxième sur l'élection présidentielle. Je pense qu'il y a 2 types de candidates et candidats à gauche et dans l'écologie politique. Ceux qui veulent être candidats et ceux qui veulent être présidente ou président de la République. Ce n'est pas exactement la même chose. Ceux qui veulent être présidente ou président de la République savent que la seule condition pour l'être, c'est de réunir dès le premier tour de l'élection, les électeurs écologistes de gauche, de la France Insoumise jusqu'aux sociodémocrates. Sinon, il n'y a pas de candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle. Donc, j'observerai celles et ceux qui veulent faire cette synthèse politique, qui n'est pas une synthèse d'appareil, qui est une synthèse populaire, électorale, et qui doit reposer sur une proposition politique, un programme politique qui intègre justement ce qu'est la diversité
de la gauche et de l'écologie politique. Donc je regarderai cela. Et je pense que dans le programme politique qui devra être celui de la candidate ou du candidat, il doit y avoir le revenu universel. Peut-être pas dans la formule que j'ai proposée, mais une base, une proposition pour commencer à mettre en œuvre le revenu universel. Ça vous va comme réponse, Tom? Oui, est-ce que vous comptez porter ce projet? Moi, personnellement, j'ai dit non, que je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, en 2022, j'ai dit que que je voulais, que je considérais que c'était rajouter une strate supplémentaire de problèmes à la gauche, qui valait mieux se mettre au service justement de cette synthèse politique. Maintenant, je regarde les impétrants avec intérêt, mais je répète ce que je viens de vous dire. Si chacun dit c'est moi dans mon couloir de nage, ça ne m'intéresse pas. Une question de Benoît. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, du coup, ma question va être un peu impertinente, mais elle tombe à point nommé. Comment voyez-vous votre avenir politique, puisqu'on est dans le sujet? Écoutez, moi, je pense qu'il y a 1000 manières de faire de la politique et j'essaie d'en faire un peu différemment depuis quelques mois maintenant. À travers ce livre, à travers le podcast que j'ai lancé, à travers la chaîne de télévision par abonnement que je lance la semaine prochaine, qui va s'appeler Sens TV, qui va essayer justement d'offrir une fenêtre pour à la fois de documentaires et d'entretiens où j'invite des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, pour nous mettre d'accord sur nos désaccords et qu'on puisse le faire sans tacle ni clash, comme on dit, c'est-à-dire en retrouvant la vertu de l'échange démocratique. Voilà, j'ai fait les 2 premiers grands entretiens avec un évêque, l'évêque de Nanterre, où on parle de christianisme et travail, qui s'appelle Monseigneur Rouget, avec une policière qui s'appelle Nora Laquelle, sur la police et la République, qui est une officière de police qui est impliquée à la DGSU et à la lutte contre le terrorisme. Donc c'était intéressant. Et donc je vais essayer mais je ferai des choses avec, je l'espère, je les ai invités, Michel-Édouard Leclerc sur la société de l'abondance versus la sobriété, Alice Coffin, là c'est pas parce que ce qui m'intéresse, c'est je l'ai invité j'ai lu son livre sur le génie lesbien et je trouve très intéressant de parler de son concept de neutralité masculine et blanche. J'ai invité Lilian Thuram. Bon bref, on va avoir des moments où moi je pense qu'on doit se poser pour réfléchir, parler, et je pense apporter de ce point de vue-là une contribution positive au débat politique, même si, bon, après, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Hein. Les gens d'extrême droite me trouvent détestable. Bon, comme disait Chirac, non, je ne vais pas dire ce que disait Chirac, mais j'ai pensé très fort. Donc, voilà, ça ne m'embête pas trop. Voilà, mais je vais essayer de le faire comme ça. Je pense que c'est une autre manière de s'engager politiquement, sans briguer un mandat électoral forcément, ou alors en tout cas sans briguer de mandat national. Merci pour votre réponse. On s'approche de la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Peut-être encore vraiment une dernière question sur le côté politique, mais pour ces personnes qui sont de gauche, c'est peut-être aussi désespérant de voir que l'union ne se fait pas et on est encore loin. On a cru pendant un temps que Anne Hidalgo pourrait peut-être incarner ça. Finalement, on voit qu'il se déchire parfois avec les écologistes, même avec beaucoup de mauvaise foi. On nous a dit qu'après les municipales, il y aurait un grand rendez-vous. La gauche pourrait commencer à réfléchir à la présidentielle. Les municipales sont passées et on n'en est peut-être toujours pas là. Est-ce que vous pensez que finalement, toute cette réflexion, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on entend un responsable de gauche, il dit qu'il faut d'abord réfléchir et apporter des idées. Est-ce que ça va arriver trop tard et finalement, est-ce que, aussi par votre expérience, comme vous avez quand même été candidat, est-ce que vous pensez que c'est possible vraiment que quelque part, Jean-Luc Mélenchon accepte de ne pas être candidat ou de se ranger derrière quelqu'un d'autre, pour être très concret? Je ne vais pas parler à la place de Jean-Luc, ni de Anne, ni Yannick, ni d'Éric, ni de Christiane. Alors là, si je commence la liste, vous m'avez compris, je n'en sors plus. Moi, j'ai pris mes responsabilités. J'aurais pu dire, écoutez, j'ai été candidat la dernière fois, j'y retourne. Après tout, c'est à l'élection présidentielle que ça se juge. J'ai des idées, elles sont en train de prospérer, patati patata. Bon, il me semble que
aujourd'hui, c'est rajouter à la confusion et au désordre que de procéder ainsi. Je vais voir ce que les autres font. Je pense que la première des responsabilités, c'est de commencer par dire, mais moi, je suis la gauche ou l'écologie chimiquement pure, les autres sont impurs. Vous voyez, si on commence par ça, notamment, pour être très honnête, je n'ai pas compris ce qu'a fait Anne sur la question de la République. On va dire que les gens avec lesquels on est élus ne sont pas républicains, mais la droite, elle serait républicaine. Bon, bah, dire, j'ai jamais de la confusion dans la tête des gens. En plus, ça veut dire quoi donc, du coup, voilà, c'est inutile, ça divise, et puis en plus, la République, moi, récemment, j'ai discuté avec Julien Bayou, le secrétaire national des écolos, qui est candidat en Ile-de-France. Je lui disais, mais si la chose publique, le res publica, si l'écologie, c'est pas la chose publique, je sais plus ce que c'est. Je veux dire, être républicain aujourd'hui, c'est être écologiste. C'est même une façon très moderne d'être républicain. Donc voilà, redonnons du sens aux mots et arrêtons de nous jeter des anathèmes. Surtout qu'en plus, on souffre déjà assez des anathèmes de nos adversaires politiques. Par exemple, j'ai été très choqué de la manière dont Jean-Michel Blanquer a déclaré la guerre à ce qu'il a appelé l'islamo-gauchisme dans les universités, remettant en cause le principe de l'indépendance de la recherche, avec une attaque contre les inhumanités, contre les sciences sociales, qui était absurde. Je veux dire, voilà, quand vous entendez par exemple un ministre de l'Intérieur, l'actuel, qui reprend ce que disait un autre ministre de l'Intérieur, qui dit commencer à expliquer les violences sociales, c'est les excuser. Vous dites, oh là là, c'est toute la tradition des humanités et sciences sociales qui est anéantie d'un coup. Mais par contre, quand il y a des violences policières, il faut comprendre l'écosystème. Alors là, il faut recommencer à expliquer. C'est-à-dire qu'il est bourdieusien, Gérald Darmanin, quand il s'agit d'expliquer les violences policières. Par contre, j'exagère, hein, parce que je pense que Bourdieu, il n'a pas beaucoup lu, mais voilà, vous voyez, tout ça n'est pas sérieux. Donc, moi, je pense, voilà. Donc, en tout cas, si la droite, sous ses différents visages, macronistes ou pas macronistes, et sur ce terrain-là, ça ne sert à rien que la gauche le soit. C'est pour ça que j'ai regretté cette sorte de division que mettait Anne Hidalgo entre elle et tout le reste de la gauche, qui fait un gros morceau. Hein. C'était les écologistes, l'AFI, une partie du PS, il ne va plus rester grand monde quand même. Hein. Donc, vaut mieux éviter ça. Quoi. Voilà. Et puis en plus, je pense que ce n'était pas bien de soutenir l'article 24 du projet de loi sécurité globale quand toute la gauche et les militants des droits de l'homme et toute la presse est contre. Donc il faut éviter ça. Donc ils se mettent... surtout quand on va chez Bourdin, voilà, faut essayer de donner des gestes de rassemblement. Ce que j'essaye de faire, moi, mais en tout cas, je prends mon téléphone, je vous promets, pour dire aux uns et aux autres qu'on peut y arriver. Donc, je pense qu'on peut y arriver encore. Et pour rien vous cacher, les gens se parlent. Je vais vous poser peut-être la dernière question qui va clôturer un petit peu ce débat, une question de Vincent dans le chat qui vous salue et qui vous remercie pour ce dialogue. Il a une question plus de stratégie politique. Avec le recul, pensez-vous que défendre le revenu universel comme vous l'avez fait en 2017 n'était pas une erreur stratégique? En polarisant ainsi les électeurs, vous n'avez pas conduit à ce que vos électeurs potentiels ne se concentrent que sur cela dans vos propositions et donc pas sur le reste de votre programme. Tout le monde ne parle que de ça encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Je comprends qu'on puisse dire ça, mais s'il reste que cela, parce que c'est pas parce que c'est là la question importante, parce qu'elle touche à notre pouvoir, au pouvoir de choisir et en même temps à notre pouvoir de vivre. Donc, est-ce qu'on ne touche pas là à l'essentiel? Alors, moi, je crois que la présidentielle, c'est une période chaude pour la politique, où vous avez l'oreille plus ou moins attentive des gens, mais vous avez leur oreille. Là où, entre deux élections présidentielles, notamment en France, avec la Ve République, c'est une période froide, plus tiède, où c'est plus difficile de parler à tous. Et si nous n'avions pas parlé de revenu universel, comme nous l'avions fait, comme je l'ai fait en 2017, quel serait son statut dans le débat politique aujourd'hui? Je pense qu'il serait marginal. Donc, non, je crois que c'était pas ça l'erreur. Il y en a eu d'autres, mais c'était pas celle-là. Donc, mais en creusant, il va en trouver des erreurs. On en a fait, et j'en ai fait. Mais c'était pas celle-là, je crois pas. En tout cas, je regrette pas le revenu universel. Merci, Monsieur Hamon.
On va conclure ici. Merci pour votre mot de la fin sur le revenu universel. Je voulais remercier tous les participants, participantes qui ont pris la parole ou qui ont posé les questions dans le chat. Évidemment, on n'a pas pu reprendre toutes les questions dans le temps imparti, mais on vous remercie pour avoir été très impliqués dans ce débat. C'était le dernier débat en visioconférence de Place au débat pour l'année 2020. On a passé une très belle année avec vous tous et on vous retrouvera le mois de janvier, le 26 avec Clémentine Autain, députée France Insoumise. Et puis du 22 au 25 février, on aura une semaine verte à Sciences Po Lyon, si on peut le faire en présentiel, avec Éric Piolle, Grégory Doucet, Damien Carême, pour parler des enjeux de transition écologique en France. Et puis en mars encore, Davé et l'Homme. De très belles affiches, je ne vais pas toutes les dire, mais un très beau programme pour le deuxième semestre ou plutôt premier semestre 2021. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est présent, on est très actifs et on communique beaucoup. Donc voilà, on est très content d'avoir pu échanger avec vous, Monsieur Hamon. On vous remercie encore. Merci, je peux d'abord vous remercier et vous dire que je viens d'avoir par chat le fait que Julia Galland met en vente sur le Bon Coin son tapis persan, 5 000 € pour financer une expérimentation du revenu universel à Lyon. Elle est, pour ceux qui le voient, son joli tapis, 5 000 €. C'est un peu cher quand même, mais voilà. Mais si vous voulez, sur le Bon Coin pour les fêtes de Noël. Bon, allez, salut. Portez-vous bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'étais très heureux de pouvoir échanger avec vous. À bientôt. Merci beaucoup. Je peux me déconnecter et aller dîner en famille ou... Oui. Oui, bien sûr. Merci, salut. Et je ne vous remercie pas d'avoir battu le Paris Saint-Germain parce que je ne les supporte pas, moi. En tout cas, je ne défends pas le PSG. Allez, salut, ciao. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Il est parti. Oh, putain,